Bonjour à tous, c'est Jasmin Hamel des Frères de Feu et nous sommes au podcast agricole du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Je voulais vous parler du référencement. Ben oui, c'est ça. Apple et Spotify, vous pouvez maintenant donner une note. Et puis, mieux que le podcast est ranké, ben mieux qu'il va sortir dans les moteurs de recherche. Et puis aussi, Patreon, 4$ par mois. Patreon.com/podcast agricole au pluriel. Ça vient m'aider dans le fond à m'équiper un peu plus. Puis il y a 3 émissions aussi qui sont exclusives sur le Patreon. Et aussi des podcasts qui vont sortir en exclusive une à deux semaines à l'avance par rapport aux plateformes régulières. Hey, aujourd'hui, j'étais avec Jasmin Hamel, des Frères de Feu, un jeune homme de Nicolette, un jeune homme qui a quand même un pas pire bagage en plus de ça. Jasmin, bon, il fait des sauces piquantes, puis il cultive du piment aussi, pour faire ses sauces piquantes. Puis vous allez voir, c'est assez... Si vous pouvez trouver ces sauces piquantes dans des supermarchés, ils commencent à être présents de plus en plus un peu partout. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine d'y goûter. C'est un produit qui est super unique en plus de ça. Salut Jasmin! Salut Christian, ça va bien? Yes sir! Ben oui, ça va très très bien. Hey, écoute Jasmin, dans les podcasts, j'aime ça faire découvrir des gens. Puis faire découvrir des productions, entre autres, là, puis comme la production de piment, puis des sauces qu'on va parler. Et puis, avant, tu vas nous parler de toi. D'où tu viens. Puis tu es arrivé dans cette industrie-là, de quelle manière aussi? Ben écoute, merci Christian. Premièrement, je suis très content d'être là avec toi ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est rare que je fais des podcasts en présentiel. Souvent, je les fais via Zoom. Ben écoute, je suis un petit gars de la région. C'est parce qu'on est proche. C'est pour ça que je t'ai dit de venir chez nous. Là. Okay, moi, je suis un jeune homme de Nicolette. Je me suis un peu improvisé comme agriculteur. Moi, à base, mon domaine, c'était... J'étudiais en finance à l'Université Laval. Je vais un petit peu réorienter ma carrière, un petit peu avant ce qui se passe aujourd'hui. Puis je pense que c'est important de savoir à quel point c'est important pour nous, les agriculteurs. Je pense qu'on ne le réalise pas assez. Super important d'encourager le local. Je pense que la base est là, vraiment, l'alimentation au Québec. Ils travaillent tellement fort, ces gars-là. Puis je pense qu'on s'en rend pas compte. Puis à soir, c'est le temps de mettre la note là-dessus. Ben, c'est pas rien que de l'achat local, oui, ça, OK, ça c'est correct. Mais c'est surtout d'encourager des artisans. Peu importe, même si on est à 200 km l'un de l'autre, là. Le produit, là, c'est un produit souvent qui est unique puis super bon. C'est pas parce qu'on est loin qu'on n'est plus local qu'il ne faudrait pas l'acheter. Fait que l'achat local, je pense qu'on peut commencer peut-être à faire débarquer ça du vocabulaire, là, puis encourager tout le monde. Tout le monde mérite d'avoir sa place. Ben écoute, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, tout le monde en région, tout le monde au Québec, tout le monde au Canada qui travaille super fort sur leur projet. Je pense que des fois, on se rend pas compte à quel point il y a des efforts qui sont mis derrière quelque chose. Puis moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est important de les encourager et de les soutenir. Un peu comme ce que tout le monde fait autour de moi. Je me sens vraiment poussé là-dedans. Puis c'est vraiment une super belle sensation. Je suis content d'être là. Good. Bon, c'est ça. Tu me disais que bon, tu es allé en finance à l'Université Laval. Mais avant, bon, tu as fait ton secondaire, j'imagine, à l'école secondaire Jean-Nicolette à Nicolette. Ouais, exactement. Puis après ça, tu es allé au cégep? Ouais, à Trois-Rivières, okay. En administration. Ah, je pensais que c'était en bière. Puis... Ben, écoute, j'ai travaillé pour la compagnie Labatt à Trois-Rivières aussi comme marchandiseur, mais ça faisait pas partie de mon domaine d'études, là, non. Fait que bon, c'est pas bien, t'as des études en administration, tu sais, puis là, t'as pas étudié dans l'agricole pantoute. Ben, un petit peu. J'ai commencé un cours en agriculture à l'école d'agriculture à Nicolette.
Ils m'ont dit, dans le fond, que c'était pas une école pour entrepreneurs, que c'était une école pour travailleurs, puis que j'avais pas ma place là. Tu as fait quelle formation, ou juste à l'agro à Nicolette? C'était horticulture, production horticole. OK, ouais, c'est bon. C'est ça, donc culture de légumes, un peu exactement ce que je fais, tu sais. Oui, je suis entrepreneur, mais je suis aussi le seul travailleur de mon entreprise. Fait que nécessairement, par défaut, je suis un travailleur agricole. Ça, on parle de quelle année? L'an passé, 2021. OK, c'est tout récent. Mais là, cette année, j'ai quand même cherché un nouveau cours avec l'Université Laval. C'est entrepreneuriat en culture maraîchère biologique. Donc, un peu plus justement dans mon domaine. C'est un cours qui se donne à distance, puis ça me permet de le faire en même temps de pouvoir gérer l'entreprise. Tu sais, c'est pas du 40 heures semaine comme on avait à Nicolette. Là. Oui. Bon. Là, ensuite de ça, tu as fait tes études. As-tu eu des diplômes? Écoute, Est-ce que j'ai mon diplôme d'études collégiales. J'ai pas eu mon diplôme d'études universitaires. OK. Puis, à part de ça, non, pas vraiment. Là. Non, ben c'est correct. Et là, ensuite de ça, bon, l'année passée, tu as étudié en horticulture. Mais là, c'est pas d'hier que tu as commencé à faire du piment. Là, on va rentrer un peu dans cet univers-là. Comment tu as fini par aboutir là-dedans? T'es-tu un amateur de sauce piquante qui a décidé, on va faire des piments? Ou ça te tentait de faire des piments, puis par le ricochet, tu as fait des sauces piquantes? C'est l'œuf ou la poule, là? C'est une excellente question, puis il n'y a jamais aucune réponse à l'œuf ou la poule. La réalité, ce qui s'est produit, c'est que ça fait environ 6 ans que je fais de la culture de piment fort. À la base, c'est mon frère Frédéric, que j'allais visiter à chaque week-end, lui qui était dans la région de Nicolette quand j'habitais à Québec. J'allais le voir parce que moi, je suis un homme de famille, je suis vraiment très familial. Puis c'est pour ça que ça s'appelle les frères de feu. J'ai 3 grands frères. Puis quand j'allais voir mon frère Fred, lui, dans le fond, il tripait piment fort, il tripait piquant, il tripait sauce piquante. Puis moi, je pensais que je mangeais épicé. Mais quand il a commencé à me sortir une coupe de sauce et une coupe de piment, j'ai compris que j'étais loin du compte. Puis lui, il s'était équipé avec une petite tente 4x4 avec des lumières. Là. Tu sais, un setup pour faire pousser la marijuana. Genre un setup à 1000$. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commandé les piments les plus forts au monde. Puis c'est ça qu'il a décidé de faire pousser dans sa tente. Fait que moi, ce que je faisais quand j'allais le voir les fins de semaine, tu sais, je veux dire, je passe un peu de temps avec la famille. Moi, j'étais surtout là parce que j'aime ma famille. Puis là, c'est là que la piqûre est comme arrivée. Je l'aidais à entretenir ses petits plants de piments. Je coupais les feuilles, je les arrosais, je donnais un peu d'engrais. Je trouvais ça cute. Tu sais, j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé mon expérience agricole. Tu sais, je veux dire, avant ça, j'avais jamais rien fait pousser de ma vie. J'avais jamais essayé. Je savais pas à quel point c'était amusant et c'était agréable. Puis, à part que faire du gazon, t'avais jamais fait ça, là. Ouais, c'est ça. À part faire du gazon, ça, c'est un peu moins le fun, là. Mais, tu sais, surtout quand tu vas à tondeuse, là. Grand terrain, en Parce plus. que quand t'es obligé de le faire. Ouais, non, mais c'est ça. Puis, c'est ça. Fait que cette année-là, on a planté ces 50 plants de piment dehors. On a eu une super belle récolte. On a été chanceux. On s'est suffi un peu sur l'instant. On n'avait pas trop de bagages dans le domaine. Puis, ça a bien fourni. Fait qu'on a récolté ces piments-là. Puis là, lui, vu qu'il capotait sa sauce piquante, puis moi, je voulais partager de quoi avec lui, on a décidé de faire nos propres sauces piquantes. Donc là, on a sorti 2-3 recettes comme ça sur le site, puis on s'est rendu compte que, crème, sont bonnes pour vrai. Là, on se check dans les yeux, puis je dis, yo, on part une business, man. C'est sûr que ouais. J'ai toujours été dans le domaine de l'administration, j'ai toujours voulu partir d'une entreprise, j'ai jamais su en quoi. Si un jour tu m'avais dit que ça allait été dans le piment, je t'aurais pas cru. Mais regarde, aujourd'hui, je suis là, puis je regrette pas du tout mon choix. Puis c'est comme ça que ça a parti. Fait qu'on a dit, yo, on est tous les deux des frères de feu. Parce qu'on fait partie de la confrérie des frères de feu à l'époque du secondaire, tous les deux. Fait que le nom nous a choisi, on n'a pas choisi le nom, puis il cadrait juste tellement bien que ce qu'on faisait. Mais tu sais, Frédéric, lui, il est électricien de formation, il travaille déjà 70 heures semaine, puis tu sais, il est envoyé un peu partout au Québec, tu sais, des fois, pour des contrats. Fait qu'il avait comme pas vraiment le temps de faire ça. Puis moi, ça arrivait justement que j'étais comme plus sur mes études en finance, puis que j'étais revenu me réinstaller à Nicolette, je suis tombé amoureux de la place, c'est tellement magnifique. Puis tout le monde sait qu'à Nicolette, on est la capitale de l'agriculture au Québec. On est reconnu pour ça. Fait que je me suis dit, ça c'est un beau projet. C'est un projet agricole, j'adore l'endroit, je suis né ici. Tu sais, moi je tripais. Fait que je suis parti tête baissée là-dedans, j'ai foncé, puis c'est un peu comme ça que ça a parti. Là, on va parler un peu de la production de ciment. De piment, on va changer les lettres, là. On est en train de prendre une bière forte un peu. On déparle légèrement. Le queue des brasseurs, c'est vrai qu'ils font de la bonne bière. Oui, c'est ça, une petite Floride. Ça fait combien de temps que tu as commencé à faire... tu parlais des piments que tu as fait avec ton frère. Ouais. La sorte de piment que vous avez fait, c'était quoi? Ben, lui, en fait, mon frère, il voulait vraiment les piments les plus forts au monde. Fait qu'il y avait beaucoup de Carolina Reaper, il y avait du Trinidad Scorpion. OK, ça, là,
c'est les piments qui sont sur les chips, les One Chip Challenge. Ouais, exactement. OK, c'est beau. Ça, c'est des piments qui sont entre 1,5 puis 2,2 millions sur l'échelle du piquant, l'échelle de Scoville. De Scoville? Ouais. OK. Puis en fait, cette échelle-là, je vais te faire juste un genre de petit débriefing de ce que c'est. En fait, un jalapenos normal, tout le monde le connaît, c'est un piment qui est environ à 2500 sur l'échelle du piquant. Le poivron est à 0. Donc le monde me dit, c'est quoi 2500? En fait, Scoville, lui, ce qu'il a fait, c'est que 2500, c'est le nombre de dissolutions dans l'eau sucrée qu'il a dû faire pour que le piment ne soit plus piquant du tout. Pour qu'il tombe comme un poivron à 0, si on veut. OK, OK. Fait que Carolina Reaper, qui est à 2,2 millions, faut que tu le dilues 2,2 millions de fois dans de l'eau sucrée pour dire que t'as plus aucune touche de piquant à la fin. Et tabarouette, OK. Mais tu sais, c'est ça, mon frère était vraiment axé sur les piments les plus forts parce que c'était un peu ça la mode au Québec, c'est juste ce qui est pas mangeable finalement. Puis par contre, là-dedans, il y avait un petit plat qui était, à mon avis, qui était mon préféré, puis qui était un petit peu plus beau que les autres. C'était un petit Jamaïcain jaune. Un plat de 125 000 sur l'échelle du piquant, qui est quand même un piment qu'on s'entend quand même fort, là. C'est le petit cousin du habanero qui a été le plus fort au monde jusqu'en 2008. C'est comme un genre de petit piment tropical. OK, le Carolina puis le Scorpion, c'est des nouveaux hybrides. Ouais, dans le fond, eux autres... Des nouvelles variétés. Ouais, c'est ça. Eux autres, ils ont vu le jour à partir de 2017 parce que jusqu'à 2008, ça a été le habanero qui était le plus fort au monde, qui est un piment à 300 000 environ sur l'échelle du piquant. OK. Puis à partir de là, tu as eu le Bujolokia qui est arrivé, qui est le piment fantôme qu'on appelle, que lui est plus aux alentours de 1 million. Puis lui, il a été le plus fort au monde jusqu'à 2017. Puis à partir de ce piment-là, le Bujolokia, ils ont réussi à hybrider plusieurs autres types de piments, dont le Scorpion, le Butch Tea, Dragon Bread, puis tu sais, Carolina Reaper, puis tous ceux-là qui sont juste trop forts pour être mangés, tu sais. OK. Fait que là, vous avez fait ça. Là, tu prends pas le piment et tu le manges pas cru comme ça, j'imagine? Écoute, je te mentirais pas, je l'ai essayé parce que mon oncle m'a toujours dit, si tu fais pousser de quoi, faut que tu y goûtes, faut que tu saches que tu fais pousser. Là, je l'ai regardé et j'ai dit, tu vas m'en devoir une, là, mais oui, j'ai pas mal goûté à tous les piments. Non, je les ai pas mangés au complet. Puis oui, il y a plusieurs fois où j'ai regretté y avoir goûté. Là. Je te mentirais pas, là. Là, tu as choisi tes piments. Tu continues après ça. Vous avez produit des sauces. Tu as suivi t'as pris une recette dans un livre de recettes au hasard? Non, en fait, les recettes, je me suis vraiment un peu inspiré de qu'est-ce qui était la base, tu sais. Pour moi, une sauce de piment, ça a toujours été piment, oignon, ail. Puis à partir de là, il faut aller chercher une certaine acidité pour la conservation. La majorité des compagnies comme Tabasco vont utiliser un ratio de vinaigre, je pense que je vais dire ça comme ça, il me semble que c'est 3 pour 1. 3 fois plus de vinaigre que toute quantité de piment, un truc comme ça, là. Puis moi, j'étais pas vraiment amateur de vinaigre, fait que je suis allé vraiment plus avec l'optique que, tu sais, oui, les agrumes, c'est très acide aussi, mais c'est comme sucré un peu en même temps, puis t'as une meilleure saveur. Puis encore une fois, le concentré du jus d'agrumes, je trouvais que c'était pas super bon, fait que moi, je vais presser toutes mes agrumes à la main, puis je mets ça à mes sauces, puis c'est un peu comme ça que j'ai développé mes recettes. Les premières recettes ont été développées comme ça, puis après ça, je veux pas me vanter, mais j'ai un ingénieur en recherche et développement aussi qui développe mes recettes de sauce piquante. Mon grand frère Eric est ingénieur physique, il a une maîtrise en mathématiques appliquées. Donc, le fait qu'il soit un excellent mathématicien comme ça permet justement de pouvoir doser les ratios de quantité. Tu sais, je veux dire, c'est comme un peu instinctif pour lui. Puis il est passionné par la cuisine. Fait que lui, de fin de semaine, il vient me voir chaque week-end, puis il me dit tout le temps « Hey Jas, j'ai une nouvelle recette de sauce pour toi ce week-end-ci. » Puis à chaque fois, je le regarde, je dis « Bon Rick, avec quoi tu vas m'arriver encore? » Puis à chaque fois que j'ai essayé ces recettes, j'ai jamais été déçu. Le résultat a toujours été super excellent. Là, présentement, la terre que tu cultives, ouais. Ceux qui connaissent un peu le coin de Nicolette, là, B5, là, il est au Monteux. Ouais. Fait que c'est une place que tout le monde sait c'est où à peu près. On sait que c'est dans le bois quelque part, mais pas tout le monde qui y a été. C'est encore drôle. Ben, je te dirais que à chaque fois que je plante là, je vois toujours des vieux de la vieille, si on veut, qui passent là, parce que à l'époque, il y a environ 50 ans, ça s'appelait la Pointe-aux-Nésimes. Nésimes, ça, c'est un cultivateur. Il traversait la rivière avec son tracteur et son troupeau de vaches, puis il venait labourer cette terre-là pour planter du foin. Puis il laissait ses vaches pâturer. Puis tout le tour de son champ, c'était une piste de compétition de motocross. Fait qu'il y a eu des parties qui se sont faites là-bas, là, de quoi d'assez incroyable. Je pense que mon grand-père, du côté de ma mère, il allait faire le party là. Mon père m'a dit que quand il était jeune, il allait se promener là avec son petit bicycle à gaz. Puis
Mes parents allaient faire du ski au Monteux quand ils étaient jeunes. Ben, probablement que c'était drette là. Tu sais, c'est le spot où est-ce que je cultive en ce moment, que j'ai remis en culture, parce qu'il n'a pas été cultivé depuis 50 ans, c'est ce qu'ils appelaient le Monteux, dans le fond. C'était comme ce petit spot-là. Puis moi, dans le fond, j'essaie juste de le ramener en vie, puis d'en refaire un beau spot à parteux, là. Ouais, puis en plus, c'est loin de la civilisation où est-ce que t'es, là. Ouais, exactement. Il n'y a pas de règlement sur la terre au Monteux. Puis, t'as quelle grandeur que tu cultives? Ben, que la terre que t'as louée, parce qu'elle t'appartient pas, je pense qu'elle est à ton père. Exact. Elle a quelle grandeur? Puis là, aujourd'hui, tu cultives quelle grandeur là-dedans? Ben, dans le fond, le potentiel de la terre est de 4,57 hectares. Là, on s'entend, étant donné que ça fait 50 ans qu'elle n'a pas été cultivée. J'ai beaucoup de jus de bras à donner pour dire que les 4,57 hectares puissent être remis en culture. Présentement, il y a 1,5 hectare qui est quand même assez beau que je peux cultiver. Mais tu sais, la terre, j'ai loué pour 40 ans. Là, il me reste encore 39 ans pour la travailler. Fait que je pense que j'ai le temps de m'amuser, là. Puis là, t'as 1 hectare de piment? Ou Ouais. OK. Parce que tu cultives pas de l'ail encore? Ben là, cette année, ça a été la première fois que j'ai labouré un champ de ma vie. Fait que j'ai remis ça en culture, j'ai planté 3500 plants de piment. Là, cette année, je vais en mettre 4000, puis là, je vais arriver avec de l'ail. Là, je suis un peu plus près. Comme je t'ai dit, cette année, j'ai passé 1 an et demi à réparer un tracteur de 1955 pour aller labourer ça. Un Oliver Super 55. Tu sais, le tracteur de 65 ans, moi, je pensais que c'était le meilleur. J'ai passé 1 an et demi à le réparer, changé la transmission moteur, j'ai ouvert en deux, changé une couple de trucs dessus. Commence à travailler avec. 5 jours plus tard, il passe au feu, il explose. Fait que j'ai fini la job à pelle à la pioche puis au râteau. Finalement, ça m'a pris 2 semaines. Ça a été vraiment un calvaire, je vais te le dire. Fait que à la fin de l'été, ça me tentait pas comme d'aller rouvrir une parcelle pour replanter de l'ail. Je me suis dit, ouais, je vais me laisser une chance là, cette année. Là. C'est un premier test. Là. Ça a super bien fonctionné. En plus, là, je n'ai eu plein mon casse à récolter les 3500 plants de piment, moi tout seul. C'était correct. Là, ouais, ben c'est ça. Je vais pas m'en donner un plus. Là, tu récoltes ça, dans le fond, piment par piment. Là. Ouais, exactement. Puis ça, un plant de piment, tu peux avoir entre environ, je te dirais, entre 60 et 500 piments par plant. Fait x 3500, tu te rapproches du million là, de piments. Là. Bon, là, les piments, là, on va parler vraiment de la production de piments, là, du début jusqu'à la fin. Parce que ça, là, les piments, c'est tout starté à serre. Ouais, exactement. Tu plantes pas ça au mois de mai, au printemps, là. Non, c'est ça. Ben, un plant de piment, c'est un plant qui est plus tropical. Tu sais, ça pousse en Asie, en Inde, en Australie, tu sais, dans des places qui sont vraiment plus chaudes. Tu sais, c'est des plantes... que la saison est plus longue ici. Ouais, exactement. Puis c'est même des plantes qui vont vivre jusqu'à 7 à 15 ans, tu sais, qui vont produire des fruits. Fait que moi, au Québec, j'ai pas le choix pour pouvoir faire pousser des types de piments aussi forts que ça. Je dois absolument les partir à l'intérieur des alentours de comme janvier, février, là. OK. Fait que là, tu passes ça dans des espèces de cassettes, si on veut. Ouais. Que tu remplis de terre, tu mets des graines là-dedans. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est dans une serre. Là, t'as une serre à Nicolette. Dans le fond, j'ai été chanceux. Ma cousine, elle habite en Australie. Elle a une terre à bois, pas loin de où est-ce que je cultive les piments. Puis elle a l'électricité puis l'eau courante, parce que sur la terre où est-ce que je cultive, j'ai pas d'électricité, j'ai pas d'eau courante. Fait que je plante mes piments. Elle avait un petit garage, une vieille écurie. Fait que je me suis setupé ça avec des racks, des lumières. Puis là, c'est là que je plante mes 4000 graines de piment. Puis fin mois, je les amène en 4 roues jusque sur la terre. Puis je les retransplante en sol, là, au champ. Fait que là, c'est tout retransplanté à mitaine. Ah, tout est fait à mitaine. J'embouteille aussi toutes les sauces à mitaine. Je colle l'étiquette à mitaine. Puis après ça, c'est ma mitaine qui va l'apporter à l'épicerie sa tablette. Bon, là, une fois que tes piments sont rendus dans les chaînes-là, tu as préparé ton terrain. Ouais. Là, tu fais-tu des petits butons avant de planter, ou quand le sol est vraiment à plat, là, c'est là que tu vas planter tes... tu fais pas de butons, dans le fond. Là, tu plantes pas ça sur un petit billon, là, ton plant de piment. Ben, j'ai fait avec ce que j'avais. Comme je t'ai dit, à la base, j'ai pas vraiment de background en agriculture. Mes parents sont pas agriculteurs non plus. Fait que je m'improvise vraiment comme agriculteur et comme chef cuisinier. Fait que non, tu sais, cette année, j'ai labouré ce que j'ai pu. Ça a quand même bien fonctionné. J'ai passé ma herse à roulette avec mon vieux Oliver, une vieille herse à roulette que j'ai acheté d'un monsieur, là, justement. Puis après ça, je plante ça. Puis je me suis dit, tu sais, il arrivera ce qui arrivera. Tu sais, je suis pas efficace, mais je suis très efficient. Tu sais, je fais avec les outils que j'ai, j'en ai pas beaucoup. Mais je fais ce que je peux. Puis je m'en tire plutôt bien, je te dirais. Je suis quand même satisfait du résultat. Fait que là, OK. Là, tu as des transplantés à la main à fin mai? Ouais, fin mai, exact.
OK. Les récoltes, ils vont environ, je te dirais, début octobre là, jusqu'à début novembre, quand que la saison me le permet. OK. Fait que moi, là, vu que la saison est rendue tard, de même, il y a moins de danger que ça puisse pourrir ou quoi que ce soit, là. Ouais, si on veut. Mais tu sais, c'est sûr, il y a toujours le risque de gel. Il faut que je récolte avant le gel. Cette année, j'ai comme récolté le jour du gel. Je me suis clenché une semaine non-stop à récolter les piments parce que, je veux dire, quand t'es tout seul, tu fais ce que tu peux avec ce que t'as, comme je dis toujours. Oui. Mais c'est sûr que là, éventuellement, moi, ça va être de m'équiper avec des tunnels chenilles ou tu sais, comme des serres. Là. Encore une fois, c'est toujours de l'investissement, mais une marche à la fois. Dans le fond, là, c'est comme un tunnel que tu mets par-dessus ton rang. Ouais, exactement. Tu mets un tunnel par-dessus ton rang, fait que ça te permet de pouvoir planter un peu plus tôt, sans avoir le risque de gel. Ça te tient tes plants au chaud. Puis même chose en fin de saison, tu remets ton tunnel, fait que comme ça, ben, tes plants ils gèleront pas, puis ils vont pouvoir produire peut-être une semaine ou deux de plus, genre. Puis ça peut-tu aussi les protéger contre des différents prédateurs ou des insectes ou des affaires de même? J'imagine que oui. Ouais, en fait, c'est sûr que oui. Là. Juste cette année, je pense que j'ai eu à peu près 500 plants de piments les plus forts au monde. Là. Ils ont été mangés par les chevreuils en juillet. Parce que Oh non! ils ont mangé les branches et les feuilles. Puis les piments les plus faibles, les plus doux, ils ont été mangés par les limaces et les rongeurs. Fait que tout ce qui me restait comme piment cette année, si on veut, c'était comme ce qui était au milieu entre 50 puis 1 million. Là. Ça, c'est resté, mais tout ce qui était 1 million dépassé, les chevreuils les ont bouffés. Puis tout ce qui était entre 0 et 50 000, ben là, c'est les petits rongeurs. Puis là, t'as combien de sortes de piments que tu plantes? Écoute, à chaque année, j'essaie de diminuer au maximum mes sortes de piments. J'essaie d'en choisir juste des stratégiques. Je me dis toujours, 10 sortes, ça va être 10 sortes, mais j'en ai tout le temps une quarantaine de sortes, pareil, tu sais. Oh, tabarnak, une quarantaine de sortes, là. Ouais, une quarantaine de sortes. Ben là, tu fais tes tests aussi en même temps. Ouais, exactement. Tu regardes qu'est-ce qui pousse dans le bois là-bas, tu sais. Ouais, qu'est-ce qui pousse bien, qu'est-ce qui réussit bien, puis qu'est-ce qui réussit moins bien. Exact. Puis ce que j'aime beaucoup de ça, c'est que vu que des plants de piment, c'est auto-pollinisant, ça fait qu'il y a toujours de la mutation croisée entre eux à cause du vent et les abeilles. Fait que ça fait que l'année d'après, je vais planter une graine d'une sorte de piment, puis ça se peut qu'elle prenne les propriétés d'une autre des sortes qui étaient là. Fait que c'est drôle, je dis ça comme ça, j'avais rêvé d'une sorte de piment que je voulais vraiment, que je voulais aller chercher, acheter, mais je savais pas où l'acheter. Puis je me suis rendu compte que cet été-là, elle a comme poussé comme par miracle dans mon jardin. Fait que je l'ai gardé, puis je la replante à tous les ans. Puis là, quand tu gardes ces graines-là, dans le fond, quand ton fruit, est-ce que il y a des plants que tu laisses vraiment mûrir jusqu'au bout pour que tu gardes cette semence-là? Ben, en fait, t'as plusieurs, comment qu'on peut dire, t'as plusieurs couronnes de récolte sur les plants de piment. T'as environ 3 couronnes, qu'on va dire. Les piments qui vont être mûrs le premier, c'est sûr qu'ils sont dans le bas du plant. Puis comme au début octobre, mi-octobre, c'est sûr dans le centre du plant. Puis fin octobre, c'est sûr au top du plant. Moi, ce que je fais pour les semences de piment, ceux que je garde, c'est toujours sûr que les piments sont le plus beaux. C'est sûr qu'il faut qu'ils soient super mûrs. Puis il faut que le plant soit aussi super beau. Fait que si j'ai un plant, mettons, qui n'est pas super bien produit, puis qu'il y a un piment super beau dessus, ben je garderai pas ces semences-là. Je vais vraiment prendre le plant qui a été le master du champ, puis qui a vraiment les plus beaux pods après. Là. Ouais, puis qu'il n'y a pas eu de maladie ou quoi que ce soit. Là. Ouais, exactement. C'est ça. Bon, puis là, tu récoltes tes piments. Tu fais quoi après ça avec tes piments? Est-ce que tu les amènes tous à une place pour les déshydrater? Ben, ou tu cannes pas ça, certains. Non, c'est ça. Ben, les premières années, ce que je faisais, quand j'avais comme 1000 plants ou 200-300 plants, je les transformais toutes pendant qu'ils étaient frais. Je les mettais au frigidaire. J'en déshydratais une bonne partie, j'ai fait sécher. Mais là, c'est sûr, cette année, j'ai pas eu le choix. J'en ai fait une bonne partie qui était frais. Mais ce que je fais souvent, c'est que, mettons, j'ai la sauce canadienne qui est fumée. Fait que je fais fumer mes piments à mon ail. Après ça, je les congèle. Puis je les ressors comme un mois plus tard, puis je les transforme quand j'ai accès à ma cuisine de transformation. Là. OK, là, attends un petit peu, on va commencer. Qu'est-ce que tu fais fumer tes piments puis ton ail. Ouais. Tu fais fumer ça comme des ribs. Ouais, exactement. Oui, monsieur. En fait, je fais fumer ça avec du bois d'érable qui pousse sur ma terre. OK. J'ai fait fumer pendant 4 heures. Puis après ça, pour la recette de canadienne whisky fumé érable, ben là, je rajoute du sirop d'érable de Nicolette, du whisky Canadian Club, puis du jus de citron que je presse à la main, avec des carottes, des betteraves jaunes, des fines herbes fraîches. C'est des sauces qui sont travaillées, c'est vraiment des produits qui sont très haut de gamme, je te dirais. Là. Fait que là, ton piment, dans le fond, il est cuit, en plus d'avoir une saveur un peu de bois d'érable dedans. Là. Ouais, exact. Ouais, c'est pour ça qu'elle est aussi délicieuse que ça, la sauce. Hein. Justement, je t'en ai amené une tantôt, puis j'assure qu'aussitôt que je vais repartir, tu vas tout de suite t'en
T'en Ben, faire un elle est snack, forte. Ça a pris une bière tout de suite après y avoir goûté. Ah, c'est sûr, ça reste une sauce à base de piment, là. Mais au moins, il y a de la saveur. C'est pas juste un vinaigre piquant comme qu'on peut avoir avec Tabasco, par exemple. Oui, oui. Là, est-ce que dans tes sauces, mettons qu'on a la whisky, la canadienne whisky, la sauce canadienne, est-ce que c'est tout le temps le même sorte de piment que tu vas prendre pour faire cette sauce-là? En fait, non. Ben, pour faire la canadienne en soi, oui, j'essaie toujours de garder les mêmes piments à chaque fois que je fais cette batch de sauce-là. Mais dans mes autres sauces, je vais toujours sélectionner certains types de piments pour mettre dans certaines sauces. Comme là, j'ai ramené du cayenne de l'Australie. Fait que c'est sûr, je vais en mettre dans la sauce australienne. Mais tu sais, l'australienne, dans le fond, quand tu le regardes dans le haut de la bouteille... T'as des piments spécifiques pour des sauces ouais, spécifiques. c'est ça, exactement. C'est beau. OK, ça, c'est beau. C'est ça que je voulais savoir. Mais je veux dire, tu prendras pas un autre piment. Mettons qu'il t'en manque pour faire de la sauce canadienne, tu iras pas chercher un autre piment. Là. Ben écoute, je vais te dire, moi c'est sûr, j'ai pas le choix. Tu sais, comme cette année, je te l'ai dit, les chevreuils ont mangé mes plants de piment. Ouais. Ben là, j'ai comme pas eu le choix. Tu sais, moi je vais pas dire, bon là, j'ai pas de piment, je ferai pas de sauce. Je veux dire, je vais prendre les piments que j'ai puis je vais faire une sauce. Là, dans le sens où, tu sais, je suis toujours artisanal encore. Tu sais, ça fait 2 ans que je travaille là-dessus de temps plein. Mais c'est sûr qu'éventuellement, mais que les opérations soient un peu mieux setées, dans le sens où la terre va être mieux cultivé, parce que là, c'était une première avec un vieux tracteur de 1955. Puis, mec, tu sais, je sois un peu mieux équipé. Là, c'est sûr que tu vas avoir certaines sortes de piments par sauce, mais je te dirais que chacune de mes sauces, tu as au moins à peu près une 12aine de sortes de piments dedans. Ah, OK. Tu n'as pas juste un par sauce. Là. Juste une petite question de même. Est-ce que tu gardes tout le temps des batchs de l'année d'avant pour être sûr que tu te garantisses, dans le fond, que le goût de la batch, mettons, 2022, 2021, 2022, elle goûte comme qu'elle est supposée de goûter? Ben, écoute, parce que, tu sais, les piments, là, on s'entend que si tu as une mauvaise année, le piment ne produira pas autant, puis probablement que le goût ne sera pas pareil aussi. ça, je suis d'accord avec toi. Ben, c'est sûr, moi, j'essaie tout le temps de me garder des batchs de l'année précédente, justement, pour pouvoir comparer les saveurs. Là, c'est quand même difficile parce que là, en ce moment, il y a quand même de la demande. Puis, vu que la capacité de production, vu que c'est moi qui ai en bouteille, je suis pas capable de faire des tonnes et des tonnes. Fait que, tu sais, des fois, il y en a qui sont sold out, puis j'en ai juste plus, puis je peux comme pas comparer. C'est sûr que tu as toujours quand même une légère variation en termes de saveur. Tu sais, juste cette année, les 3 flammes, tu sais, tout ce qui est 1, 2, 3 flammes sont un petit peu plus douces que l'an passé. Parce que l'an passé, j'avais mis du ghost pepper dans toutes les sauces. Mais là, cette année, vu que tous mes ghost pepper ont été mangés par les chevreuils, ben j'ai gardé ces piments-là juste pour faire la sauce fantôme, dans le fond. OK. Fait que la sauce fantôme, elle, est straight, c'est juste du piment fantôme blanc. Puis ça va toujours être ça. La sauce australienne... Sinon, le goût est pas mal semblable, même si tu n'as plus le ghost... Ben, je te dirais que les saveurs sont quasiment meilleures cette année, parce que le fait que les sauces soient un petit peu moins fortes, ça nous permet de goûter un peu plus aux saveurs des autres ingrédients en arrière, puis ça fait que sont quasiment un petit peu meilleurs, je te dirais. OK. Ouais, en enlevant du piquant, tu découvres des saveurs. Ouais. Je pense que cette année, pour vrai, les saveurs jusqu'à date là, sont vraiment sa coche. Mais tu sais, c'est sûr, comme la pays brûlée, tu sais, je fais noircir mon ail, je fais noircir mon maïs, je fais noircir mes oignons. OK. Là, tu fais noircir. Ouais, ben je fais noircir mon ail et mon maïs, puis je fais rôtir mes oignons puis mon ail. OK. Mais quand tu fais noircir ton blé d'Inde, c'est quoi? Dans le fond, c'est mon frère qui m'a apporté ça. Mon frère Rick, qui est l'ingénieur, comme je te disais, lui, comment il fait noircir son maïs, ça, c'est un secret professionnel, mais on le fait noircir sur le barbecue. OK. Je vais te dire ça de moi. Puis c'est sûr, tu sais, cette année, je goûte un petit peu plus au brûlé. Moi, personnellement, je trouve que tu es un petit peu meilleur que l'an passé. Parce que tu goûtes un petit peu plus au noirci. Comme je te dis, tout est fait à moi. C'est du handcrafted. Fait que, c'est sûr, des fois, je peux te faire griller un peu plus l'oignon que l'autre fois. Puis, surtout en termes d'ajustement, l'an passé, je fais des batchs de 100 bouteilles. Puis là, cette année, je me suis acheté un plus gros chaudron. Là, je suis rendu avec des batchs de 500 bouteilles. Puis c'est pas exactement des produits croisés que ça fonctionne en cuisine. Faut vraiment que tu y ailles comme avec des proportions. Fait que c'est sûr que la sauce est pas tout à fait pareille, mais je trouve qu'ils sont vraiment à sa coche cette année. Là. On est allé chercher un step-up, là, c'est le fun. Fait que là, c'est tout fait dans la maison chez vous? Non, vraiment pas, en fait. C'est fait dans une cuisine commerciale. OK, pour avoir les permis du MAPAC, des patentes de Ouais, non, c'est ça, exactement. Non, ça, c'est fait... c'est fait sa coche. C'est très professionnel puis c'est très demandant. Là. Y avait-tu une place à Nicolette pour ça? Oui, il y avait le Citan. C'était supposé être pour ça. Mais en réalité, c'est pas ça qu'ils font. J'ai essayé, puis les tarifs de location sont ridiculement élevés. À la base, c'était justement pour les cultivateurs de Nicolette puissent transformer leur récolte. Oui, c'est ça. Mais finalement, c'est pas ça du tout que c'était. Là. Ils donnent des cours de cuisine. Puis si tu veux louer la place,
sors ton portefeuille, mon ami, parce que tu rentres pas là. Puis même que là, justement, je pense qu'ils ont vendu à monsieur Casadastillas, là, qui fait de la sauce piri-piri. Fait que lui, il a racheté ça. Fait que aucun cultivateur ne pourra jamais profiter de la cuisine qui a été faite pour les cultivateurs par la ville. Là. Ouais, parce que j'avais déjà parlé avec quelqu'un qui a déjà travaillé là. C'est ça qu'il me disait. Puis il faisait aussi, mettons, la vente et la promotion un peu des produits à la place des producteurs. Parce que, tu sais, les producteurs, des fois, il faut que tu fasses ton marketing, puis faut que tu ailles cogner aux portes pour vendre ton produit. Fait que là, tandis que là, la personne qui travaillait là arrivait avec un catalogue de plusieurs produits. OK. Fait que ça donnait une chance, dans le fond, au producteur qui n'a pas d'affaires à s'en occuper. Il y avait quelqu'un qui pouvait le faire, puis c'était plus intéressant pour cette personne-là de le faire parce qu'il y avait plus qu'un produit, mettons, à vendre. Ouais, c'est ça, il y a une plus grande ligne. Mais écoute, moi, j'ai pas vu passer ça, pour être franc avec toi, mais ça a changé quand même beaucoup dernièrement avec tout ce qui s'est passé aussi. Ouais. Je pourrais y reparler à ce gars-là, il travaille à Coop à cette heure, là. Il m'a reposé la question pour le fun. C'est ça qu'il m'avait dit dans le temps, mais on recule de quasiment d'une quinzaine d'années quand il m'avait dit ça. Parce que je trouvais que le projet avait du sens, là. Pour vrai, oui. Mais là, si c'est pas ça qui est arrivé, c'est un peu. Je pense que ça n'a jamais été ça, en fait, là. Ouais, c'est un peu de valeur, là. Ils ont pitché ça, la ville a dit, c'est une bonne idée, on le fait, puis finalement, c'est comme, non, là, on fait pas assez d'argent avec ça. Ou je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vraiment pas ce qui était. Ça a vraiment pas été ce que c'était supposé d'être, là. Parce que ça se trouvait être dans l'ancienne bâtisse, dans le fond, de la mairie de Saint-Jean-Baptiste de Nicolette, dans la route du port. C'est ça, hein? Je suis un peu trop jeune pour te le dire, je pense. Me semble que c'est bien là. Bon. On est rendu avec tes sauces. Là, présentement, tu produis tes sauces. T'as acheté un gros chaudron. T'embouteilles tout ça avec ton petit entonnoir puis ta louche. Oui, monsieur. Puis là, quand tu fais une batch de 500 bouteilles, il y a combien de millilitres dans une bouteille? 150 millilitres. 150 millilitres. Ouais. Parce que là, moi, je l'avais acheté une fois. J'étais allé au Délice du centre-ville, à Nicolette, dans le centre-ville, là. Ouais, exact. Puis, bon, là, tu m'avais dit que c'était un produit qui est de luxe, parce qu'on se le cachera pas. Tu sais, il n'est pas donné, là. C'est quasiment, quoi, 13, 12, 99, la petite bouteille? Exact. Mais, tu sais, c'est un produit qui est fait à la main, par exemple. Au petit délai, c'est à 11,50. Sur mon site internet, c'est à 15$, la bouteille. OK. Moi, je sais qu'aux États-Unis, il y a des compagnies comme Hellfire qui vendent 22$ la bouteille ici au Québec. D'autres compagnies comme Cajun, eux autres, ils les vendent à 15$. Puis si je check mes compétiteurs, eux autres, qui utilisent de l'ail de Chine, des tomates en canne, qui partent même des fois déjà d'un tabasco pour partir leur sauce. Les autres, ils les vendent à 10-11$. Fait que moi, un produit qui est fait avec de l'ail du Québec, qui est fait avec des agrumes pressés. Beaucoup plus industrialisé, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, c'est moins industrialisé. Tu sais, c'est vraiment des meilleurs ingrédients. Ça me coûte vraiment plus cher à faire. Ça me doit coûter à peu près 4 fois le prix que le compétiteur à faire ma bouteille. Tu sais, lui, il avait 11$. Fait que moi, si je l'avais à 11$, c'est très à dire, mais je mange un peu mes bas, là. J'espère que tu le sais, tu étudies en finance. Ouais, mais c'est ça, exactement. Je suis quand même content un peu. C'est pour ça que j'ai monté le prix. Le fait aussi que j'en produise pas une quantité énorme. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai travaillé 60 heures semaine toute l'année. Je vais avoir fait 8000 bouteilles. Je vais avoir dépensé je sais pas combien d'argent en équipement, puis en temps, puis en gaz, puis en ci, puis en ça. Fait que ça fait que si je la vends, mettons, 10$ la bouteille ou 8$ la bouteille, ça finit que je suis dans le négatif, là. Non, c'est pas ça que tu veux, là. Non, mais c'est ça qui arrive, là. Parce que là, toi, il faut que tu fasses de l'argent, puis le marchand aussi, il faut qu'il fasse de l'argent, là. Ouais, ben c'est ça, il y a tout le temps une marge de profit du marchand, ça joue tout le temps, tout dépendant des épiceries, ça joue entre 25, puis il y en a qui vont même chercher jusqu'à 60% de marge de profit. Tu sais, ils font plus d'argent que moi à vendre leur bouteille que moi j'en fais à l'affaire. Sauf que, tu sais, c'est surtout, le fait, pourquoi je vends à ce prix-là, c'est que cette sauce piquante-là, sous vide, comme tu l'achètes, elle est bonne 10 ans. Une fois ouverte, on parle de 2 à 3 ans au frigidaire. Fait que c'est un produit qui est quand même super durable. Puis on s'entend, tu sais, de la sauce piquante. C'est pas comme une bière que, tu sais, qu'une fois que tu l'ouvres, il faut que tu la boives. Tu sais, ça, tu l'ouvres, tu en mets 2-3 petites gouttes là. 2-3 jours après, tu ressors, tu remets 2-3 petites gouttes. Puis, tu sais, elle peut te durer 2 ans au fridge. Fait que, tu sais, c'est un 12$, oui. Mais ce 12$-là, tu sais, amorti sur une période, mettons, de 12 mois, ça finit que c'est 1$ par mois pour avoir une délicieuse sauce piquante dans ton frigidaire. Puis je trouve que c'est un bel investissement. Il faut la mettre au frigidaire quand elle est ouverte. Ouais, toujours réfrigéré après ouverture. OK, Écoute, mais il n'est pas écrit sa bouteille. Ouais, il est écrit sa bouteille. Ah, pas sur celle que j'ai. Ben, tu devrais juste checker. Moi, dans le fond, vu que j'étais un petit peu plus cool, je me suis dit que moi, j'ai règle des diagrammes. Si tu regardes, là, très bien, là, tu l'as pas sur toi, mais il y a un shaker pour dire brasser, ajouter. Puis après ça, tu as un petit flocon de neige pour dire garder au frais.
Ah, ok. Parce qu'on regardait, moi et ma blonde, tantôt, hein, il n'est pas écrit dessus réfrigéré après ouverture. Ben, tu sais, oui, en théorie, il faudrait que je le mette. Puis, tu sais, probablement que c'est la prochaine batch d'étiquettes, je vais le mettre, tu sais. Sauf que là, il me manquait un peu de place parce que, dans le fond, c'est moi qui ai fait le design graphique des étiquettes aussi. Puis, moi, je me suis dit, dans le fond, le monde, c'est sûr qu'ils vont comprendre un shaker, ça veut dire brasse, puis un flocon de neige, ça veut dire garde au frais. Ok, bon, ben. Mais tu sais, tu peux la laisser à température comptoir aussi. Je veux dire, moi, chez nous, je les laisse pas mal toute température comptoir. Je suis pas supposé dire ça. Tu sais, je les teste. Mais moi, il n'y a pas de trouble. Tout la recherche et le développement, là. Mais c'est sûr que, tu sais, à 25 degrés, les sauces qui ont un peu plus de fruits et de légumes, si tu les laisses, mettons, température pièce à 25 degrés, c'est sûr que ça se peut qu'il n'y ait pas le même goût que si tu l'avais réfrigéré tout le temps. Tu sais, mettons, je te dirais, c'est pas bon 3 ans si tu laisses ça température pièce à 25. Non. Mais si tu la laisses au frigère, là, tu es bon au moins 1 an ou 2 facile. Là. Bon, oui. Ben, on est habitué, comme le tabasco, souvent, elle est dans l'armoire et est oublié là. Ouais. Tu sais, eux autres Tabasco, ils vont avec une base de piment fermenté. Donc, ça fait la lactofermentation, ça fait que ton piment, il transforme tout ce qui est son sucre en acide lactique. Donc, c'est plus acide, donc une meilleure conservation, puis en CO2. Fait que ça fait qu'eux autres, ils utilisent des piments forts avec un haut taux d'acide lactique. Fait que vraiment un pH super bas, qui est bon pour la conservation. Ils rajoutent beaucoup de sel, qui est bon pour la conservation. Puis ils rajoutent une tonne de vinaigre qui est bon aussi pour la conservation. T'sais, moi, je vais utiliser moins de sel un peu parce que c'est pas super bon pour la santé. T'sais, je veux garder des produits qui sont bons pour la santé. Je mets un petit peu moins de vinaigre parce que j'aime pas le goût trop vinaigreux. Je veux pas que ce soit une vinaigrette que j'achète. J'utilise du jus d'agrumes. C'est sûr que c'est un produit qui va se conserver vraiment mieux au frigidaire. C'est sûr que je pourrais jamais rivaliser avec Tabasco en termes de conservation parce que les autres, ils ont le produit. Je peux faire des sauces Tabasco, puis je pourrais les vendre vraiment moins cher aussi parce que ça coûte moins cher à faire, mais c'est moins bon. C'est un peu ça qui est ça. Là. Travailles-tu sur d'autres produits éventuellement? Parce que là, t'es vraiment juste dans les sauces piquantes. Ouais. Des sauces barbecue, parce que là, des sauces barbecue, ça, on commence à... On va dire, t'arrives, mettons, chez la Bonté Barbecue à Drummondville. Ouais, là. justement, mes sauces piquantes sont vendues là-bas. Puis il y en a pas mal, des sauces barbecue, là, t'en as un pan de mur complet, là, tu peux te perdre là-dedans. C'est sûr que le domaine de la sauce barbecue au Québec est légèrement saturé en ce moment, je te mentirais pas. Oui, moi, j'ai déjà pensé à développer différents types de produits. Encore une fois, c'est beaucoup... tu sais, juste moi, mes sauces... Il faut que j'aille les envoyer en laboratoire pour se faire analyser, pour avoir les analyses de valeur nutritive. Fait que déjà là, c'est une coupe de piastres, c'est une coupe de 100 piastres déjà là qui passe. Après ça, le sticker, il faut que tu en fasses faire une bonne quantité raisonnable. C'est encore une coupe de 100 piastres. Puis après ça, tu sais, l'embouteillage, oui, je peux sortir d'autres produits, mais il faut que je puisse les faire en quantité pour dire que c'est rentable. Mettons, moi, je passe 48 heures, puis je t'embouteille 150 pots de piment mariné. Mais mon 48 heures, il n'est pas rentable, puis je te vends ça à mettons, 5 piastres le pot, là. C'est un peu ça qui arrive, mais tu sais, oui, effectivement, je travaille là-dessus, puis j'en ai déjà fait, puis je m'en fais tellement demander, c'est des pots de piment marineux. Fait que moi, dans la fin de mes récoltes, je récolte mes piments quand ils sont super frais en fin de saison. Les piments qui sont comme verts, mais qui sont en train de changer de couleur, tu sais, qui sont pas tout à fait mûrs, parce que les piments que j'utilise mes sauces sont toutes mûrs. Fait que les autres, j'y prends, j'y coupe en rondelles, je coupe ça à main, encore là, ça me prend super longtemps. Je remplis ça dans un pot maçon, puis après ça, je mets une saumure, je pense que c'est ça le terme. C'est un peu d'eau, un peu de vinaigre, un peu de sel, un peu de sucre, un peu d'épices. Puis ils sont vraiment bons. Là. Vu que j'ai mis quand ils sont frais, ils sont super croquants. Là, cette année, j'en ai fait comme à peu près 200 pots. Mais j'ai pas encore commencé à les commercialiser parce que ça se vend comme un peu à l'interne dans le réseau Frères de Feu, si on veut. T'sais. OK. Fais des tests avec de goût avec tes frères. Ouais, juste mon. Ben non, mais tu sais, je veux dire, j'en vends au chum, j'en vends à la famille pis tout. Mais tu sais, juste mon père doit manger à peu près une quinzaine de pots par année de ça. Là. Je pense qu'il y en a over 1 par semaine. Là. Faut que je le watch parce qu'il mange tous mes profits. Oui. Bon, c'est bien parfait ça. Là, avec des sauces. Bon, tu parlais des sauces barbecue éventuellement. C'est sûr que le marché est saturé, là. Mm-hmm. Puis, dans tes piments, là, mettons des sauces barbecue, parce que souvent, il y a de la sauce tomate là-dedans. Fait que là, dans le fond, est-ce que tu prendrais comme une sauce piquante, mettons la canadienne? Ouais. Tu aurais une sauce barbecue à partir de la canadienne. Tu sais, c'est un... Hey, tu veux-tu la savoir, la recette secrète de la sauce barbecue Frères de Feu? Parce que j'en ai développé une, là, puis elle est vraiment malade. Fait que pour faire une bonne sauce barbecue, mettons une sauce barbecue à poutine, là, OK, on s'entend. OK. On est au Québec, on aime toute la poutine. Fait que moi, comment je passe ça, c'est que je vais avec
un morceau de beurre dans le fond d'une casserole. Je le laisse fondre. Après ça, j'ajoute un petit peu de farine. Je peux pas te dire les quantités, mais tu sais, moi, je vais toujours à l'œil pour ça. Là. Les sauces piquantes, je tiens vraiment mes quantités, mais... Ça, moi, là, on va dire dans la cuisine, là, je suis 0 plus une barre. Moi, il faut que je suive un livre de recettes, puis il faut que j'aille des ingrédients, il faut que j'aille des quantités, ou sinon, je suis perdu. Regarde, t'as un crayon, puis t'as du papier, là. Prends la note tout de suite. Fait que du beurre. Mettons, je vais te dire, je vais pas te dire une demi-livre, là. Mettons, 3 bonnes cuillères à soupe de beurre, tu sais. OK, 3 grosses cuillères à soupe. Moi, tu t'en mets du beurre, tu sais. Faut qu'il y ait un bon petit fond de beurre dans ta poêlonne. Après ça, tu mets 2 cuillères à soupe de farine, mettons, tu sais. Fait que là, tu fais ton roux, qu'on appelle. Là, tu brasses ça, puis après environ 5 minutes, quand tu vois que ton petit roux commence à dorer, là, tu rajoutes 2 bonnes gousses d'ail du Québec fraîchement hacheux là-dedans. Puis là, tu vas tout de suite commencer à sentir que ça sent bon. Fait que là, tes petites odeurs de l'ail, après environ 45 secondes que tu laisses l'ail là-dedans, 1 minute. Mettons, là, ouais. On va revenir à la farine. Je peux-tu prendre la farine sans gluten? Ça peut-tu marcher pareil? Oui. OK, parfait. Ben oui. Tu peux même prendre de la farine de criquet si tu veux, là. Ça va fonctionner. Ah oui, j'ai déjà fait un podcast avec quelqu'un qui faisait des farines de ça, là. Mais c'est pas de cricket, là. C'était de quoi déjà? De fourmis? Non, ça a De grillon? De grillon, je pense, ouais. Grillon, cricket, ça me semble, c'est dans la même gang, là. Mais... ça a peut-être un autre nom. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, fait que là, c'est ça. Fait que du beurre, de la farine, de l'ail haché. Puis là, tu commences à sentir que ça sent super bon. À partir de là, moi, ce que j'ajoute, là, je triche un peu. Tu sais, la sauce Heinz, la sauce chili Heinz, qui est comme un peu leur ketchup, mais qui est moins sucré que le ketchup, il est meilleur. La sauce chili, ouais. Ouais, la sauce chili. Moi, j'en mets, dans le fond, c'est comme ma base de tomate. Tu peux utiliser carrément de la sauce tomate, mettons sauce marinara, ou n'importe quelle sauce tomate. Ça te prend des tomates dans une sauce barbecue. Fait que t'en mets un peu. Après ça, tu te mets, mettons, je vais te dire 200 ml de bouillon de poulet. Ça peut être du Beauvril au poulet, mais là, il faut que tu le dilues avec de l'eau parce que c'est plus concentré. Puis après ça, tu rajoutes un autre, je dirais 200, mais 250 ml. Bouillon de poulet. Après ça, tu remets un autre 250 ml de bouillon de bœuf. Puis après ça, c'est là que ça tombe bon. C'est là que tes épices sortent. Parce que bonne sauce barbecue, il y a toujours du poivre. Fait que là, tu t'en mets du poivre. Tu t'en mets. Du poivre, c'est toujours bon. Puis c'est là, tu mets une bouteille complète de sauce whisky canadienne ou whisky fumé érable. Puis après ça, tu mets une bouteille de sauce complète de la sauce italienne Cabernet Sauvignon rouge. Fait que là, t'as tes tomates, t'as comme ton fumé whisky érable. Puis that's it, mon ami, ta sauce barbecue est faite. Puis si t'es un peu plus fancy, tu peux remettre un petit peu de vin blanc, puis des petits champignons là-dedans. T'as dit une bouteille de canadien, puis une bouteille italienne, c'est ça? Ouais, mais tu sais, pour moi, fait que tu sais, quand même piquante, là. Mais tu peux y aller avec une demi-bouteille aussi. Tu sais, je veux dire, moi, je te donne des proportions comme ça, là. Mais tout est ajustable, puis si t'es le moindrement un peu cook, ben, tu t'ajustes un peu au feeling que t'as, là. Tu sais, tu y vas à l'œil, là. Oh, dans le pire des cas, tu peux arriver, tu mets une canne de sauce Esta, puis tu viens en mixer dedans pour y redonner les saveurs. Ah, tout à fait. Non, tu peux faire ça aussi. C'est simple. Mais tu sais, moi, j'aime ça partir de zéro. T'sais, moi, dans mes sauces, je triche pas. Il y a gros du monde, comme je te dis, utilise des tomates en canne, puis qui utilise de la sauce Red Hot déjà faite. Moi, pour vrai, ça me rejoint pas du tout. Je préfère utiliser des tomates biologiques du jardin. Des piments, des oignons de l'ail, parce que les saveurs sont pas pareilles avec un produit, justement, qui a été canné, puis avec du stock frais, tu sais. J'ai vu sur ta page Facebook que tu t'en viendrais probablement avec une certification biologique. Ouais, c'est ça. Fait que là, je suis en pré-certification biologique. Je travaille fort là-dessus parce que la terre, comme je te dis, que j'ai remis en culture. Ben, ça fait 50 ans, ça serait pas bien dur à certifier bio, là. Ah, c'est plus compliqué que ce que tu penses. Mais tu sais, moi, dans le fond, j'utilise du terreau certifié biologique déjà pour mes semis. OK. Fait que là, déjà là, j'utilise aucun truc de... Tu sais, je serais déjà comme... Techniquement, je suis comme biologique, mais j'ai pas encore payé le tarif pour dire que je le suis. Je sais pas combien ça coûte déjà. Ça me semble que c'est assez cher. Mais... Il me semble que c'est comme nous autres dans l'égrablière. C'est pas loin d'une affaire de 1500$, me semble. Mais nous autres, c'est remboursé par l'acheteur de sirop. Ok, ouais. Ben, c'est parce que j'ai pas encore les moyens de faire ça, là. Je veux dire, il faut que je me récupère un tracteur déjà en partant. Fait que, je vais investir un peu plus des affaires un petit peu plus importantes. Là, justement, il faudrait que je me rachète des étiquettes, mais encore là, t'es tout le temps un peu short, hein, sur l'argent quand tu pars. Sauf que, ouais, écoute, je vais être certifié biologique. Comme engrais, j'utilise du fumier de poule biologique. Puis sinon,
à l'intérieur, quand je fais mes semis, j'utilise, je pense que ça s'appelle Biosol. C'est des algues marines certifiées bio. Fait que le stock que j'utilise, c'est déjà certifié bio. Fait que, où est-ce qu'ils ont un peu accroché quand je suis allé voir la certification bio? C'est qu'ils m'ont dit qu'il faut que j'achète des semences déjà certifiées bio. Mais ce qui arrive, c'est que dans le domaine du piment fort, les semences que moi j'utilise sont rendues tellement propres à moi, vu que ça fait 5 ans, vu que ça fait 6 ans que je cultive mes piments. Il y a eu des croisements, puis les piments que j'ai, il n'y a pas personne au monde qui les ont. Fait que je peux pas aller chercher ces semences-là déjà certifiées bio. Mais ils m'ont dit, par contre, qu'à ce niveau-là, il y aurait moyen de faire quelque chose. Mais là, il y a tellement de paperasse, puis il y a tellement de trucs à penser que ça m'a comme un peu sorti de l'esprit. Là. Faudrait que je les rappelle. Mais ouais, écoute, certification bio, ça s'en vient dans vraiment pas long. Là. Je pense que c'est 15 mois que ça prend avant qu'ils te disent que tu es certifié, puis un genre de 1500$, c'est ça. Ouais, peut-être. Là. Puis ça, c'est qui? EcoSerre Canada? Ouais, c'est avec EcoSerre, c'est ça. OK. Comme nous autres dans l'érablière, c'est tout EcoSerre Canada. Exact. Good. Puis là, tes sauces, est-ce que tes sauces vont être certifiées bio? Parce que là, ça va prendre tous tes ingrédients bio. Écoute, ça, c'est une autre paire de manches. Ce qui est sûr, c'est que tous les ingrédients qui sont biologiques vont être identifiés sur la sauce. Oui, mettons les ingrédients, oui. Ouais, c'est ça. Comme je te dis, j'utilise du citron puis de la lime fraîche. Fait que les autres, ça va peut-être être difficile pour moi. Mettons, j'ai 10 litres de jus de lime à presser, de m'acheter comme 800 limes certifiées biologiques. Tu sais, déjà que les limes sont super dispendieuses. Puis c'est déjà, comme tu dis, ma sauce est déjà dispendieuse. Tu sais, est-ce que le monde va être prêt à payer 35$ pour une bouteille de sauce qui est 100% biologique? Ouais, c'est ça, là. Tu sais, je veux dire, je vais vraiment, tu sais, je préfère dire que je suis éco-responsable, là, rendu là, parce que je fais vraiment attention, puis les produits que j'utilise, c'est vraiment des produits de qualité supérieure. Mais, ouais, écoute, probablement qu'il va y avoir certaines de mes sauces qui vont pouvoir être certifiées à 100% biologiques. Puis il y en a d'autres qui pourront pas l'être. Mais je pense qu'il y a comme un ratio, quand j'ai checké avec EcoSerre, il me semble, c'est comme, il laisse un genre de 15% de ce qui est dans la sauce qui a le droit de ne pas être biologique si c'est trop difficile d'aller chercher une alternative biologique. Là. OK. C'est comme des fois, j'utilise de la mangue. Je sais pas si c'est super facile de trouver de la mangue biologique. Là. Ouais. Faudrait quasiment que tu ailles faire un tour dans une épicerie Avril. C'est tout du bio qu'il y a là-dedans. Je vais aller voir, c'est ça. On est allé voir ça une fois, là, puis c'est tout du bio. Des pommes, c'est bio. Puis moi, j'avais demandé ça au gars. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Au gérant, c'est tout biologique. Ah ouais, bon, on était une épicerie santé. Fait que là, j'ai dit, OK, tu sais, des pommes conventionnelles, c'est peut-être plus santé que du McDo biologique. Tu sais, là... Ouais, carrément. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est un peu galvaudé. C'est pas parce que c'est pas bio que c'est pas bon, là, tu sais. Non, c'est ça, exactement. Fait que... Non, probablement que si tu irais faire un tour là, dans une épicerie comme ça, Avril, des mangues, là, c'est sûr que t'achètes pas ça en grosse quantité là-bas, là, à moins que tu ailles voir le gérant et tu lui demandes, je vais avoir une caisse, là. Ouais, encore là, j'ai déjà essayé, puis comme tu dis, les épiceries, c'est, tu sais, je fais affaire un peu plus avec des grossistes de restaurateurs. Non, c'est ça, ouais. Puis dans le domaine de la restauration, c'est plus tough d'avoir du stock biologique, là. C'est comme des... Là, j'utilise des champignons shiitake pour ma sauce indienne. Encore là, une fois, trouver des champignons shiitake biologiques, ça risque d'être une bonne paire de manches. Là. Ouais, mais j'ai quelqu'un pour toi pour des champignons shiitake. Ah, ben garde, vois-tu? J'ai Marianne Brière qui fait des podcasts avec moi, qui est une productrice de champignons shiitake. Ben, tabarnak, donne-moi son numéro. non, pour vrai, moi, ça me fait plaisir. Justement, j'achète tout le plus local possible. Tous les ingrédients que je mets dedans, mis à part ce qui se produit pas au Québec, je l'achète au Québec. Là. Je sais qu'il y en a beaucoup des compétiteurs, mettons, qui vont importer des piments du Mexique ou du Costa Rica, des affaires comme ça. Puis je suis comme, ouais, mais tu sais, c'est le fun d'envoyer ton argent ailleurs dans le monde, mais tu sais, c'est le fun aussi de garder ton économie ici au Canada. Là. Oui, mais ils ont le droit de vendre le stock pareil, puis ils ont le droit de vivre aussi, là, tu sais. Ah non, je suis 200% d'accord avec toi, là. Je suis 200%. C'est juste que... Parce que nous autres aussi, on a besoin de l'exportation, fait que... Ça, c'est vrai. On a besoin de l'exportation, tu sais, il y a beaucoup de porc qui est exporté, fait que ça ramène énormément, de l'argent. Énormément. Ça ramène de l'argent ici, là, fait que, tu sais, c'est... Puis on peut pas non plus tout manger, tout, mettons, rien que du local, puis on n'exporte plus rien, parce que si jamais on a une mauvaise saison, puis qu'on récolte pas grand-chose, on est battu. Faut qu'on aille encore des portes d'entrée d'ailleurs pour qu'on puisse se nourrir, là, pareil. Là. Moi, ce qui me fait peur de ce point de vue-là, c'est qu'un peu comme ce qui s'est passé avec les dernières années avec la pandémie, c'est que il y a beaucoup de produits d'importation qui ont comme disparu, qu'on n'a pas pu aller chercher juste cette année. T'as pas idée à quel point j'ai dû me battre
pour avoir mes bouteilles en vitre, là. OK. Il faut que je me batte pour les avoir. Ils ont fini par vouloir me les vendre. Mais là, ils voulaient pas me vendre les bouchons qui allaient sur la bouteille. Mais ils voulaient... Moi, je voulais des bouteilles puis les pots maçons parce que je voulais commercialiser mes piments marineux. Oui. Mais là, ils ont dit, OK, on va te vendre les couvercles des pots maçons puis on va te vendre tes bouteilles de sauce. Donc là, quand la commande est arrivée, j'ai dit, OK, puis les pots maçons sont où? Ah, on peut pas t'en vendre. Pourquoi? Parce qu'on veut pas, là. On peut pas. J'ai dit, OK. J'ai dit, mais là, tu veux que je fasse quoi, moi, avec des bouteilles, pas de bouchons, puis avec des couvercles, pas de pot? Là, il y a quelque chose qui marche pas quelque part. J'ai dit, regarde, tes couvercles, tu vas les garder, là. Tu vas m'envoyer un set de bouchons tout de suite. Là. J'ai dit, c'est pour vrai, genre, ça n'a pas d'allure si je suis obligé vraiment de commander un container de la Chine. Parce que les entreprises de distribution, moi, je te parle de Uline, de Mignon Grims, s'ils sont pas capables de fournir, je veux dire, j'en connais une couple de producteurs de sauce, là, puis eux autres, c'était toute la même affaire, pénurie de bouchons, pénurie de bouteilles. On va s'en faire descendre un container, là. T'as acheté ça chez Damien Grimm et les bouteilles? Ouais. Ah ouais, un fournisseur d'érablières. Ben oui, fournisseur de bouteilles. Là. Ben aussi, oui. Fait que dans le fond, tu pourrais mettre de la sauce dans les bouteilles en forme de feuilles d'érable, là. Ah, ouais. Carrément, là. J'aimais bien ce format-là parce qu'il fit avec le porte-sauce en cuir que je me suis fait faire. Fait que... Oui, j'ai vu ça, t'as un beau petit porte-sauce avec toi, là. Ah oui, chez Damien Grimm. C'est bon à savoir, je savais pas ça. Bon, tu sais, il y en a d'autres. C'est sûr que j'imagine que cette année, ça va être moins pire un peu. Mais tu sais, c'est un peu ça qui me fait peur des produits d'importation. C'est que tu sais jamais si ça va pas chier dans la pelle du jour au lendemain. Puis, ouais. tu sais, quand tu dépends d'un produit d'importation, moi, c'est ça qui me fait peur. Tu sais, je veux pas dépendre de personne. Puis, tu sais, si jamais ça allait à prendre une expansion, mettons, monumentale, puis j'ai pas le choix, ben, tu sais, je vais m'y résoudre quand même à l'importation. Mais pour l'instant, si je suis capable de tout faire ici, je vais tout faire ici, tu sais. C'est sûr que présentement, avec la pandémie, la chaîne d'approvisionnement qui est complètement débarquée, c'est dur de s'approvisionner en stock. Même les canettes de bière, ouais. Ça a été difficile, là, puis il n'y a pas à dire, là. Il y a des producteurs d'aluminium, tu sais, qu'il y a l'abbaye à Bécancour, puis il y a de la misère à avoir des canettes de bière, tu sais. Je connais pas le marché de l'aluminium, là, on s'entend, là, mais c'était assez rock'n'roll aussi, le bar, là. Je te dirais que ça a été rock'n'roll dans plusieurs domaines là, ces derniers temps. Ouais. Même dans le meuble, là, c'est pas évident. Puis même justement, j'étais allé chez Robovex cette année, puis il me disait, on a des commandes, mais on n'est pas capable de recevoir les pièces pour pouvoir finir nos robots pour pouvoir expédier les commandes. Tu sais, puis il dit, on va voir Nitech. Nitech, c'est aussi compliqué que nous autres. Fait que c'est pas évident, là. C'est pas évident. Non, on n'est pas trop dans une belle époque présentement, là. Mais on est bien dans le bois, tu sais. Oui, pour on ça. On n'entend pas trop parler, les petits oiseaux, ils ne m'écœurent pas trop souvent, les chevreuils sont bien smooth. Ils portent pas leur masque, les autres non plus, fait que je suis bien content de les voir. Non, c'est cool, ça. Écoute, Jasmin, je vais te souhaiter le meilleur pour la suite. Écoute, t'as une super belle petite entreprise, un beau start-up, un méchant beau produit. Écoute, je te souhaite le meilleur, Astic, super dynamique. Là, t'es en train de... Puis je te trouve super fonceur aussi au travers de ça. Écoute, je peux pas faire autrement que de t'encourager, là. Écoute... ah ben merci, mon Christian. T'es un vrai gentleman. Puis écoute, moi, j'avais acheté une bouteille de Pays Brûlé. Ça fait une secousse que je l'ai, peut-être depuis le temps des fêtes, quasiment. Puis je l'ai ouvert aujourd'hui, quand j'ai fait des ailes de poulet. J'ai dit, on va y tremper un peu là-dedans. Puis écoute, je suis convaincu. Ouais, c'est ça que j'achète à cette heure. Oui, monsieur. C'est ça que j'achète à cette heure. Merci, mon chef. Yes. Fait que un gros merci, Jasmin, d'avoir passé au podcast agricole. T'as une page Facebook, Les Frères de Feu. Exact. T'as un site internet aussi, www.frèresdefeu.com. Frèresdefeu.com, simple de même. Ouais. T'as un site transactionnel. Ouais. Fait que moi, t'es présent dans quelle région, tes magasins? Dans la région de Nicolette, oui. J'ai vu que t'étais à Baie-Saint-Paul, j'imagine, parce que t'es allé faire du ski une seconde, parce qu'on est allé ensemble sur Facebook. J'étais allé ouvrir le IGA à Baie-Saint-Paul. J'étais aussi à l'épicerie du village à la petite rivière Saint-François, juste au pied du mont de ski le Massif. Là, j'ai des points de distribution à Victoriaville, Drummondville, Shawinigan, des alimentations du lac, qui est un grossiste alimentaire. Je suis au métro à Saint-Grégoire, au IGA à Nicolette. Je suis un peu partout à Nicolette, en fait. Les délices du centre-ville. Ouais, c'est ça.
J'étais à Barrick à Trois-Rivières. Là, c'est sûr, j'en oublie, mais là, j'aimerais peut-être ouvrir un point de vente au Saguenay. Là, j'étais à Rosemère aussi, à Boucherie-Lorrain. OK. J'étais à l'Intermarché à Québec. Puis là, j'aimerais peut-être aller ouvrir un point de vente à Sorel. Puis tu continues un peu d'agrandir le territoire. Parce que je veux vraiment que tout le monde au Québec puisse pouvoir avoir accès à mes sauces piquantes. T'sais, peut-être que vous n'aurez pas plusieurs distributeurs dans votre région. Mais il va y en avoir au moins un pas trop loin de chez vous. Là. Je vais m'en assurer. Puis s'il n'y en a pas, ben appelez-moi, textez-moi, puis je vais vous arranger ça. Good. Hey, un gros merci, Jasmin, pour tout ton temps, ta générosité, puis de nous avoir présenté des produits. Puis pour vous, chers auditeurs, ben, un gros merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Puis partagez sur vos réseaux sociaux, puis je vous dis à la prochaine. Salut!